Marié au premier regard, c'est une promesse simple. Grâce à la science, on peut trouver votre âme sœur, ou du moins une personne avec qui vous avez un fort taux de compatibilité. Mais derrière ce chiffre magique annoncé par les expertes, que se cache-t-il vraiment? Est-ce une méthode fiable? Peut-on vraiment déterminer qui est fait pour qui sur la base de tests? Et surtout, ces compatibilités sont-elles plus un outil scientifique ou un argument pour rendre l'émission plus divertissante? C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Alors, tout d'abord, que contient ce fameux test de compatibilité? Avant de parler de ses forces et de ses faiblesses, on va déjà voir comment ce taux est calculé tout simplement. Donc, pour reprendre les choses dans l'ordre, chaque année, pour l'émission Mariée au premier regard, plus de 20 000 candidatures sont envoyées. Une centaine de profils seulement sont retenus après une première phase de sélection. Parmi ces 100 personnes sélectionnées, elles vont toutes passer une longue série de tests. Des questions sur leurs valeurs, leurs traits de caractère, leur mode de vie et leurs projets à long terme. Un questionnaire aussi sur leur sexualité, qui inclut leurs préférences, leurs expériences passées et la fréquence des rapports souhaités. Et enfin, un test d'attractivité pour cerner un petit peu les critères physiques et les blocages surtout qu'ont ces personnes en matière vraiment juste de physique. Ensuite, les experts, les expertes cette année, analysent les résultats et croisent les données pour former les couples qui se correspondent le plus possible. Dans un article sur le site de Magique Maman, on peut lire que, je cite, « Si M6 a bien voulu en dire plus sur les tests que passent les candidats à marier au premier regard, impossible de savoir exactement comment est calculé le fameux taux de compatibilité. C'est confidentiel », souligne Estelle Dossin au Parisien. Alors pourquoi cette confidentialité? Eh bien sûr parce qu'on ne peut pas ne pas avoir à l'esprit que, avant de chercher à former des couples, Mariés au premier regard cherche à produire une émission de divertissement et donc cherche à attirer des annonceurs et des téléspectateurs et téléspectatrices. Bien sûr, de cette émission, certains couples ressortent quand même heureux, mariés et forment ensuite une famille. Donc c'est pour ça que je trouve quand même intéressant de questionner ce fameux test de compatibilité. Alors, déjà, les points positifs. Quels sont les avantages de ce test? La première chose, je dirais que ça permet de mieux se connaître. Dans le test, il va y avoir des questions qu'on ne se pose pas forcément de soi-même. Et donc, ce processus, en fait, et cette phase de questionnaire à remplir, pousse les candidats et les candidates à réfléchir à leurs attentes et à leurs besoins en termes de couple et de relations amoureuses. Ce que finalement, beaucoup de personnes ne font pas du tout dans la vraie vie et dans les relations classiques. Ça permet une forme d'introspection que je trouve très utile pour la personne qui participe, qu'elle finisse mariée ou pas, et dans un mariage qui fonctionne ou pas. Ensuite, la deuxième raison, le deuxième avantage de ce test, de ces tests de compatibilité, ça permet quand même d'une certaine manière d'éviter les incompatibilités évidentes, les no-go, on va dire, les personnes où on sait que les modes de vie ne sont pas compatibles. Voilà, ça permet plus, je pense, d'éviter les trop grosses incompatibilités que forcément vraiment de mettre, de créer des compatibilités solides. Imaginons par exemple, on voit souvent que les personnes choisies sont des personnes qui aiment l'aventure, qui aiment le sport, qui vont parfois 3 ou 4 fois à la salle de sport par semaine. Bon, clairement, ils vont pas les mettre en couple avec quelqu'un qui dit « Ben non, moi ce que j'aime c'est binge-watcher des séries toutes les soirées et Netflix and chill du lundi au dimanche. » quoi. Donc c'est un peu ça, ça évite les trop grosses incompatibilités. Sur le papier, bien sûr, sur le papier. Donc avec ça, ils essayent de former quand même des couples avec des bases solides. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, les couples choisis, pendant leur première discussion, ils se disent « Ah ben moi je suis un peu comme ça » et l'autre dit « Ah non mais moi aussi ». Donc on ressent quand même un petit peu que certains traits dans le mode de vie et les aspirations sont similaires, sont compatibles. Là-dessus, je pense que ce test-là permet quand même cet aspect-là. Mais malgré ça, malgré ces points positifs, beaucoup de couples nous semblent extrêmement mal assortis une fois quand même qu'ils sont ensemble. Pourquoi ça? Eh bien, ça nous amène aux limites de ces tests de compatibilité. Alors, j'en vois plusieurs. La première que je vois, qui peut sembler peut-être un peu dérisoire, mais c'est que ça va venir figer des attentes, des critères, et créer une sorte de liste au Père Noël, en fait, comme le disait Estelle dans cette saison.
où du coup les personnes vont se dire j'ai demandé ça, j'ai demandé ça, j'ai demandé ça, donc je l'attends. Et si je ne l'ai pas en face, ça peut créer une certaine déception, voire bloquer un peu la personne si elle est pas, si elle est d'une nature un peu contrôlante ou anxieuse. Par exemple, une personne persuadée qu'elle a besoin d'un partenaire ultra sportif ou extraverti peut être bloquée si elle tombe sur quelqu'un qui est de premier abord un peu réservé, pas très sportif, et du coup ça peut empêcher en fait l'ouverture et la discussion là où elle aurait peut-être pu se faire dans un autre cadre où il n'y avait pas tous ces critères prédéfinis à l'avance. Ensuite, un deuxième gros point noir quand même de ces tests, c'est que ils sont absolument pas exhaustifs et donc pas du tout assez précis, ce qui est normal. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire un questionnaire. Je pense que 10 000 questions ne suffiraient pas à résumer le mode de vie d'une personne, les aspirations d'une personne dans leur plus grande particularité et spécificité. Donc du coup, ça nous crée des situations où sur le papier, ça pouvait être compatible, mais en fait, dans la réalité, ça ne marche absolument pas. Donc le meilleur exemple de ce que je dis, c'est Caroline et Axel de la saison 6. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à mon avis oui, si vous suivez déjà, parce qu'ils avaient été assez marquants. On nous avait annoncé une compatibilité de 80%, ce qui est donc assez important. Plusieurs points communs, notamment l'amour des chiens et le fait qu'ils étaient très proches voilà, des animaux, de la nature, tous les deux. Mais en fait, Caroline, elle avait 18 chiens qu'elle avait recueillis dans une immense maison dans la nature, enfin en pleine montagne, et elle était extrêmement engagée et militante pour la cause animale et contre les élevages de chiens. Et son futur mari, enfin son mari de 24 heures, Axel, lui, il avait 2 chiens d'élevage justement. Et ils n'avaient pas vraiment la même approche, on va dire, de la relation avec leurs animaux et de la relation à la nature tout simplement. Donc en fait, ce qui aurait dû être, on va dire un peu le socle de leur complicité, a finalement été une des raisons de leur rupture, pas la seule bien sûr, mais ça a été un premier point de discorde en fait dans leur histoire. Résultat, ça s'est très mal passé entre eux et puis au bout de 24 heures, ils se sont séparés et ils sont restés en très mauvais termes. Donc bon, voilà, à prendre avec des pincettes. Et puis enfin, une limite quand même assez, on va dire, aveuglante, tellement elle est importante de ces tests de compatibilité, c'est que l'amour n'est pas une science exacte, l'amour n'est pas une science tout court en fait. Et donc de vouloir chiffrer une compatibilité, une possibilité d'une relation amoureuse, ça paraît un petit peu aberrant, tout simplement. Euh, on peut bien sûr avoir tout en commun sur le papier et ne ressentir absolument aucune alchimie, aucune attirance, euh, voir que finalement c'est une relation plus amicale qu'autre chose, ou même pas du tout, parce qu'on n'est pas obligé de bien s'entendre avec des personnes sous prétexte qu'elles ont les mêmes valeurs, les mêmes modes de vie, etc. À l'inverse, des couples complètement improbables sur le papier, et donc à travers les tests, peuvent fonctionner grâce à des dynamiques qui sont impossibles à chiffrer et à prévoir. Et notamment, certaines années, c'est arrivé à plusieurs saisons, oui, on a 2 personnes du casting qui finissent en couple, mais qui n'avaient pas été castées pour être en couple ensemble au départ. Donc voilà, parce que elles se sont croisées d'une manière aussi plus informelle, plus détendue, et que là, elles ont vu vraiment que y avait une attirance, une compatibilité réelle et pas une compatibilité chiffrée. Euh, Même les experts le reconnaissent, il n'y a pas de compatibilité idéale. Le fait que ça s'arrête à 82% questionne un petit peu quand même. Elles sont les compatibilités entre 75 et 82. Pourquoi ce choix de chiffre ? Pourquoi est-ce qu'en dessous on ne serait pas compatible ? Pourquoi au-dessus non ? Quels sont aussi les critères qu'elles jugent rédhibitoires, qu'elles jugent impossibles, incompatibles justement ? J'aimerais bien en savoir un peu plus, même si je sais que voilà, c'est confidentiel aussi parce qu'il y a derrière aussi des raisons de choix scénaristiques, on va dire. Mais bon, ça me questionne beaucoup quand même ce sujet. Euh, Puis, bien sûr, pour finir, que, que cela soit pour ce test de compatibilité de mariés au premier regard ou pour toutes sortes de tests, d'algorithmes ou de formules prétendument magiques pour trouver un ou une partenaire compatible avec soi, je pense qu'il faut toujours garder en tête que ce n'est pas une science exacte. On ne peut pas, avec un test, trouver à 100% avoir la certitude qu'une personne va nous correspondre. L'amour, ça ne se calcule pas, ça se vit. Voilà, donc pour conclure ce mini-épisode sur les compatibilités dans Marié au premier regard,
Je dirais que certes, ces tests ont des qualités, ils poussent à la réflexion et évitent certaines erreurs évidentes, on va dire. Mais ils ont aussi leurs failles, et pas qu'une. Trop figer les attentes, créer des fausses compatibilités et oublier que l'amour, ça ne se calcule pas. Alors, faut-il y croire ? Ça, c'est à vous de voir. Je vous laisse vous faire votre propre avis avec les éléments que je vous ai partagés ici. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire, pensez-vous que la science peut vraiment prédire l'amour ? Moi, je vous ai exposé mon point de vue ici, je ne pense pas. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Qu'avez-vous à dire sur le sujet ? J'ai hâte de lire vos remarques et vos commentaires. Partagez vos expériences, ça m'intéresse vraiment.